Bien, bonjour à tous. Je suis très contente avec l'équipe des Midwinatech de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session. Alors, avant de commencer cette nouvelle session, donc je vous indique que donc notre prochain Midwinatech sera quand même dans un petit bout de temps. Donc le 6 novembre, on vous donne rendez-vous le 6 novembre et ce jour-là, nous aurons le plaisir d'accueillir Nasser Aitmani du CEA Leti, qui propose de nous parler du packaging. Le packaging, c'est un mot anglais qui veut dire, si on traduit, c'est emballage. Je dirais plutôt que c'est le conditionnement des dispositifs pour les rendre utilisables. Donc, amener les contacts accessibles, etc. Et donc aujourd'hui, les dispositifs amènent des défis concernant cette mise en forme des dispositifs. Et donc, il propose de partager avec nous l'évolution de ce domaine-là. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des jeunes. Alors, aujourd'hui, nous en avons 4, mais ils vous parleront de leur équipe. C'est 4 jeunes étudiants qui vont participer au concours IGEM. Là aussi, ils vont vous en parler. Et aujourd'hui, ils nous proposent de présenter leur projet pour ce concours organisé par le MIT qui concerne une bactérie qui s'attaque aux infections nosocomiales, mais pas seulement, n'est-ce pas? Et leur projet s'appelle PioBusters. Alors, nous avons, je vais commencer par Noémie Garnier de l'UGA, Mathis Bayot de Grenoble INP, Elouen Le Garec de l'UGA et Sébastien Rigolet de Grenoble INP. Eh bien, la parole est à vous, au premier qui va parler. Donc, c'est donc Noémie. Merci. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter un projet étudiant qui s'appelle PioBusters. Donc, c'est un projet étudiant qui s'inscrit dans le cadre de la compétition IGEM, qui est une compétition internationale de biologie de synthèse. Donc, IGEM, c'est une compétition organisée par le MIT à Boston depuis 2003, qui chaque année rassemble environ 250 équipes à travers 45 pays. Et chaque année, les équipes se rassemblent lors d'une conférence de fin de projet qui s'appelle la Jamboree. Bon, cette année, du coup, ça sera en virtuel du 14 au 22 novembre. Donc, la biologie de synthèse, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine de la biologie où on va essayer de modifier des organismes vivants, comme des bactéries par exemple, pour leur donner des fonctions voulues. Donc, par exemple, on va pouvoir modifier des bactéries pour leur donner des propriétés de dépollution des sols ou de production de lumière, par exemple, ou on peut encore modifier des bactéries dans un cadre de diagnostic ou de thérapeutique, donc comme notre projet cette année. Cette année, nous sommes une équipe de 11 étudiants. 4 ingénieurs viennent de Grenoble INP et 7 biologistes de l'UFR de biologie et de pharmacie. Le projet, en fait, se dirige sur 1 an où on va, durant cette année, aller de la création du projet jusqu'à sa réalisation en passant par, du coup, la recherche d'un sujet sur lequel travailler, des recherches de financement, de la communication, de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux pour rendre accessible ce projet à tous. Donc, d'après l'OMS, il y a environ 25 000 décès par an en Europe causés par les résistances aux antibiotiques. Et ils ont une estimation de 10 millions de morts dans le monde d'ici 2050 dues à ces résistances aux antibiotiques. Donc, pour notre projet, nous nous sommes penchés sur une bactérie en particulier qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa. C'est une bactérie qui est très résistante aux antibiotiques du fait de sa grande adaptabilité. Elle a une capacité à former des biofilms que j'expliquerai par la suite. Et elle est responsable d'environ 50% des infections nosocomiales, donc des infections contractées à l'hôpital, mais pas que. Cette bactérie, elle est aussi responsable d'infections liées aux otites, par exemple,
ou des infections de brûlures, de plaies, ou encore d'infections pulmonaires dans le cadre de la mucoviscidose. Donc cette bactérie Pseudomonas aeruginosa, on peut raccourcir son nom sous la forme de PIO, d'où le nom de notre projet. Donc les biofilms, qu'est-ce que c'est? Ça va être une forme de vie des bactéries. En fait, les bactéries vont pouvoir aller se fixer sur une surface, comme les tissus pulmonaires dans le cadre de la mucoviscidose par exemple. Et au fur et à mesure, ils vont créer une matrix qui va pouvoir leur conférer des propriétés de protection. Ça va être vraiment une matrix qui va protéger ces bactéries et qui fait que les antibiotiques vont avoir du mal à avoir un effet, un impact sur cette bactérie. Donc notre projet PioBuster, comment il marche? En bref, on va modifier une bactérie Escherichia coli pour lui donner des fonctions de détection du biofilm de Pseudomonas aeruginosa. Une fois que notre bactérie modifiée va détecter ce biofilm, elle va pouvoir produire des molécules thérapeutiques. Et à partir d'une population seuil, les bactéries vont s'auto-détruire dans le but de relarguer les molécules thérapeutiques sur le biofilm et sur la bactérie pour pouvoir les détruire. Donc maintenant, je vais laisser Elouen vous détailler le mécanisme. Donc, pour faire en sorte que notre bactérie elle puisse remplir les fonctions qu'on avait déterminées ici, on a dû imaginer un ensemble de circuits génétiques. Et donc, le tout premier circuit génétique qu'on a ici, c'est celui qui va être capable de détecter notre pathogène, donc Pseudomonas aeruginosa. Et pour ça, on a utilisé le BHL, donc c'est la molécule qui est représentée ici, en haut à droite. Et cette molécule, en fait, elle est naturellement produite par Pseudomonas aeruginosa dans les cadres des infections. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu capable notre bactérie E. coli, donc celle qu'on a créée, elle est capable de détecter ce BHL et grâce à un circuit génétique, elle va pouvoir, quand elle détecte cette molécule, assurer sa survie. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un circuit génétique et en bout de circuit, on voit qu'on a la survie de notre bactérie qui est permise quand il y a seulement du BHL. Alors que dans le cas inverse, on a donc une liste de notre bactérie qui apparaît. Et donc, ce système, il a deux avantages. Donc, déjà, d'assurer qu'on va être spécifique au niveau de l'action de notre thérapeutique, donc de notre colis, mais aussi d'assurer que notre bactérie, elle ne pourra pas se développer à d'autres endroits que là où il faut. Maintenant, une fois que la bactérie elle est sur le lieu d'action, il va falloir qu'elle produise des molécules thérapeutiques. Et pour ça, en fait, on a tout simplement sélectionné des molécules aux propriétés différentes et on va les faire produire de manière constante par notre bactérie. Les trois molécules qu'on a choisies, c'est donc la dispersine B et l'alginate. Ce sont des molécules qui sont capables de dégrader le biofilm. Et ensuite, on a une autre molécule, donc la pyocinase 5, qui, elle, a une action antibiotique, mais qui est spécifique contre Aeruginosa. Et donc, l'avantage de ces molécules, c'est qu'elles vont être tous les trois vraiment capables de dégrader, de tuer notre pathogène, mais aussi d'avoir peu ou pas d'impact sur l'environnement dans lequel elles sont, donc à savoir le corps humain. Et une fois que notre bactérie elle est chargée en antibiotiques, il va falloir relarguer ces molécules. Et pour ça, on a encore designé un nouveau système génétique qui utilise donc une molécule qui est naturellement produite par E. coli, donc notre bactérie à nous. Et donc la molécule qui est ici, là, elle va être produite tout le temps par notre bactérie. Et lorsqu'on va atteindre un certain niveau de population, on va avoir encore une fois un circuit génétique qui va se déclencher et qui va permettre la lyse de notre bactérie pour relarguer ces molécules. Une petite parenthèse pour dire que ce processus, il peut se répéter jusqu'à ce que le biofilm et le Pseudomonas aeruginosa soient totalement détruits. Donc, on peut avoir des cycles qui peuvent apparaître. Et pour que l'ensemble de ces circuits génétiques puissent fonctionner entre eux, on a dû faire des prédictions informatiques, donc pour que on ait vraiment un système qui marche au mieux. Et pour ça, on a utilisé un logiciel qui s'appelle UTR Designer. Et donc, il va simplement nous permettre de prédire les niveaux de production en fonction des séquences des séquences génétiques qu'on a designées. Et donc, les résultats qu'on a obtenus jusqu'ici, c'est qu'on a déjà permis de montrer que notre bactérie elle a été capable de détecter le BHL. Donc, on peut voir ici sur les courbes qu'on a une
une apparition de fluorescence qui est vraiment, qui est complètement liée à la présence ou non de BHL. Donc, on peut voir ici en rouge. Et on est aussi actuellement en train de tester si, avec ce même BHL, on est capable d'induire la survie comme on l'avait prévu dans le circuit initial. En ce qui concerne maintenant le circuit de relargage, donc ce qui va permettre de relarguer les molécules, on a réussi à démontrer qu'il était viable et donc on a été capable. Donc on peut voir ici sur la courbe en bas à droite en jaune que notre bactérie à nous, elle entrait en lyse à partir elle entre en lyse potentiellement à partir d'une population qu'on avait fixée au préalable. Et aussi, on a été capable de démontrer que l'ensemble des prédictions qu'on avait fait in silico étaient retrouvées de façon expérimentale. Donc, on voit qu'entre deux niveaux d'expression qu'on avait designés, on a bien une différence qui est significative entre ces deux courbes. Et on a d'autres résultats qui vont arriver par la suite. On a deux partenariats avec IL Biosystems et Bioaster, donc qui sont deux entreprises françaises et qui vont nous apporter leur aide, ils nous apportent leur aide pour faire à la fois des tests sur des biofilms, mais aussi tester l'efficacité des molécules thérapeutiques que je vous ai présentées. Et maintenant que je vous ai présenté la partie bio, il va y avoir Sébastien qui va présenter ce qu'on a fait du côté ingénieur. Un peu en collaboration avec les biologistes de l'équipe, on a voulu créer un système qui puisse leur permettre de tester leurs molécules, leurs bactéries modifiées, et donc de tester l'action des molécules thérapeutiques sur les biofilms. Donc, pour cela, on a créé un incubateur qui avait pour but de contrôler la température, l'humidité, l'agitation, mais aussi d'avoir un système de mesure par fluorescence pour pouvoir suivre l'évolution du système biologique de A à Z. Donc, pour la première partie de l'incubateur, par rapport à la température et l'humidité, donc avec des résistances chauffantes, un atomisateur d'eau qui est une petite puce qui émet des ultrasons, qui permet de produire de la vapeur d'eau, couplée à des capteurs. À des capteurs, on a réalisé un système qui permet donc de maintenir une certaine température pendant une très longue durée, parce que les biofilms ont besoin d'être cultivés pendant une longue durée pour avoir quelque chose de probant, et aussi donc maintenir un taux d'humidité. Donc dans ce cas-là, c'était 100% d'humidité sur le long terme aussi. Donc tout ça a été fait dans une enceinte. On a essayé de faire ça dans une enceinte hermétique pour éviter d'avoir des pertes. Donc les courbes qu'on voit ici, c'était les expériences qu'on a réalisées en cultivant en fait dans notre boîte des souches bactériennes E. coli, donc des différentes souches, dont les souches qu'ils vont utiliser à la fin pour les souches qui vont contenir en fait tout leur système. Et donc on peut voir qu'on a fait, en fait, on a mené les expériences en parallèle dans notre incubateur et dans un incubateur industriel. Et on peut voir ici qu'on a bien, on a vraiment la même croissance, que ce soit dans notre incubateur ou dans l'incubateur industriel. Du coup, c'était une première preuve que notre système fonctionnait bien. Donc tout ça a été commandé par des Arduino. Pardon. Donc ensuite, il y a la partie agitation. Donc pour ce faire, on a repris le principe d'une imprimante 3D pour pouvoir en fait déplacer en 2D la plaque 96 puits dans laquelle se déroulent les expériences. Et donc ça, c'est aussi géré par des Arduino, des drivers, et donc l'agitation. En plus de l'agitation, avec ce système, on peut déplacer la plaque pour pouvoir effectuer les mesures, ce qui nous amène au module de fluorescence. Donc, on a choisi la fluorescence parce que c'était quelque chose de très utilisé en biologie et qui était assez facile à mettre en place pour eux au niveau de la modification des bactéries. Donc les deux fluorescences qu'on a utilisées, avec lesquelles on travaille, c'est M-Chéri et EGFP, donc une fluorescence rouge et une fluorescence verte,
pouvoir observer ces deux fluorescences-là dans un même endroit. Donc, notre module de fluorescence, il est décomposé en 5 parties, enfin 3 parties. Donc, la partie excitation, donc, qui est une première LED avec un filtre d'excitation qu'on a choisi en fonction justement de la longueur d'onde d'excitation qu'on voulait. Ensuite, donc l'échantillon, et l'échantillon ensuite va émettre la fluorescence qui va traverser un filtre d'émission. Ce filtre va nous permettre, donc c'est un filtre passe-haut qui va nous permettre de couper toutes les longueurs d'onde qu'on ne veut pas. Et à la fin, la caméra qui est reliée à une Raspberry qui permet donc de prendre des captures d'images. Donc vous pouvez voir par exemple ici des captures d'images avec différentes intensités. Il y en a qu'on voit pas bien, mais et en fonction de l'intensité récupérée par la caméra, on peut déterminer l'intensité de fluorescence émise par les bactéries. Maintenant, je vais vous laisser Mathis vous parler un peu plus de la partie software logiciel qu'on a développé pour contrôler tout cet incubateur. Merci. Du coup, maintenant qu'on a mis en place tous ces systèmes pour gérer les paramètres physiques comme la température, l'humidité et ensuite l'agitation, et une autre partie, un autre module pour faire les mesures de fluorescence, il fallait qu'on mette tout ça qu'on connecte tout ça et qu'on contrôle tout ça. Et donc, on a mis en place un système où chaque module a son propre hardware et son propre software, où du coup, chaque module, donc température, agitation et fluorescence, est géré par un Arduino. Et ils sont tous connectés à une Raspberry qui permet de coordonner toutes les actions et exécuter et tout bien exécuter dans le bon ordre. On a décidé de mettre en place une interface web, donc c'est-à-dire que c'est une interface qui est hébergée dans la Raspberry, dont on peut se connecter via un autre ordinateur sur un réseau privé. L'avantage de faire ça, c'est qu'on puisse se connecter avec son ordinateur et depuis n'importe où dans le laboratoire dans lequel est l'incubateur. Et ainsi, on peut lancer depuis son ordinateur les expériences, programmer les paramètres physiques qu'on souhaite et les paramètres pour les mesures de fluorescence qu'on souhaite lancer. Et ainsi, une fois que l'expérience est lancée, on peut suivre l'expérience. L'évolution de l'expérience, des paramètres physiques et des mesures en temps réel tout le long de l'expérience. Du coup, avec toute l'équipe, on a mis ces deux systèmes-là en place, biologique et ingénieur. Et dans le cadre du concours AEGM, par manque de temps, on n'a pas pu mettre les deux systèmes en place en même temps parce que chacun de nos côtés, on n'a pas pu bien tout finaliser. Vraiment à cause de problèmes de temps, puisque, comme vous savez, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Et en ce moment, on arrive à la fin du concours AEGM, donc dans lequel il va y avoir la jamboree qui va se passer en mi-novembre. Et pour cette jamboree, en plus on doit présenter notre projet scientifique. Donc pour ça, on doit réaliser un site web, un wiki, dans lequel on décrit tout notre projet scientifique, mais tout ce qu'on a fait en dehors, comme des conférences aujourd'hui ou d'autres partenariats qu'on a fait avec les autres équipes ou d'autres équipes AEGM ou des entreprises. Donc on est actuellement en train de finaliser ce site web. Et en parallèle, on est en train de préparer une vidéo de 20 minutes qui reprend la présentation de notre projet. Et on va pouvoir publier ça d'ici fin octobre pour que ce soit prêt mi-novembre pour le concours. Pour le concours, comme vous a parlé Noémie, il va se passer en visioconférence cette année.
Et il y a différents critères qu'il faut valider de validation. On a certains critères qui permettent de valider ce qu'ils appellent une médaille bronze, puis argent, puis or. Nous, évidemment, on vise la médaille d'or. Pour valider ces médailles, il n'y a pas que le projet scientifique, il y a tout ce qu'il y a autour du projet, comme on vous a parlé, ce qu'on appelle aussi human practice. Et donc, on souhaite valider un maximum d'étapes pour obtenir cette médaille. On souhaite aussi avoir des awards ou au moins des nominations pour les awards de Best Software, de Best Hardware et aussi de Best Therapeutic Project, pour lesquels on s'est beaucoup investi et dont on aimerait être récompensé pour ce qu'on a fait par rapport aux autres équipes dans le monde entier. Et une fois que notre projet sera terminé, on va pouvoir lancer l'équipe de l'année prochaine qui, à leur tour, vont pouvoir mener leur propre projet et me présenter pour le concours AIGM. Merci de vos intentions. On remercie évidemment tous nos sponsors qui nous ont aidés pendant tout notre projet. Et si vous voulez nous suivre, on a une page Facebook, vous pourrez retrouver en tapant AIGM Grenoble 2020. Vous pourrez nous suivre et on publie sur cette page toutes nos actualités et comment on avance. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bien, eh bien, nous avons le temps pour les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, par exemple? Oui, on va vous apporter le micro. Bonjour, merci pour votre présentation. Juste pour information, j'étais membre de l'équipe 2018 d'AIGEM, donc je viens voir ce que font les nouveaux. Je me demandais pourquoi vous avez choisi d'utiliser une bactérie pour lutter contre la bactérie et pas un phage. Nous, on avait utilisé un phage lors de notre projet, donc c'était pour savoir s'il y avait une différence ou pas. Alors, le choix de la bactérie, c'était surtout parce que c'est une plateforme qui est un peu plus facile à utiliser. Et on trouvait ça intéressant de développer une nouvelle approche parce que les phages, c'est déjà quelque chose qui est fait actuellement. Donc, en Occident, c'est plutôt les antibiotiques sont utilisés, mais dans les pays de l'ancien bloc soviétique, c'est surtout les phages qui sont développés. Et du coup, on trouvait ça intéressant de trouver encore une autre approche. Et on voulait développer un système tout nouveau, donc avec une bactérie. Et c'était aussi beaucoup plus facile à mettre en œuvre. On avait beaucoup plus de solutions et d'outils pour répondre correctement à la demande de traiter les infections via la bactérie. Enfin, on avait plus d'outils et de gènes à utiliser qui étaient déjà dans les banques de données de AIGEM. Si je peux ajouter une petite précision, c'est que c'est notre châssis de base, du coup, c'est Escherichia coli, mais ça a été plus pour la preuve de concept. Et l'idée finale, c'est de vraiment utiliser une bactérie du microbiote, donc pulmonaire dans le cadre de la mucoviscidose, ou de l'oreille dans le cadre des infections avec les otites, etc. Donc c'est vraiment plus simple d'utiliser donc une bactérie qui fait partie du microbiote pour déstabiliser le moins possible l'organisme. Ça serait... Très bien. C'est bon? Enfin, notre bactérie, elle vise à être utilisée comme un probiotique. Donc, c'est une bactérie qui a un bon rôle dans notre système, par exemple digestif. Et donc, ça serait qu'elle ait un rôle supplémentaire qu'elle complémente ce rôle probiotique. D'autres questions? Il y en a une. Oui, très bien. Alors, il y en a une qui vient pas de la salle, mais qui vient des connexions en visio. Et je vais essayer de la voir, cette question.
Ah, là voilà. Comment avez-vous été soutenu par des chercheurs, techniciens et financièrement? Donc déjà, dans une première partie, financièrement, on a fait pas mal de dossiers de subvention et donc on a eu la chance d'avoir été retenu dans pas mal d'organismes, notamment la Fondation INP, l'UGA, la Métropole, mais aussi au niveau plus technique. On a collaboré avec une première entreprise, notamment BioAster, qui nous a proposé de produire les biofilms parce que c'était quelque chose de compliqué à produire. Donc de produire les biofilms et pour pouvoir tester les bactéries sur ces biofilms-là. Par rapport aussi notre entreprise qui est Biosystème, qui fournit une machine qui s'appelle Bioflux, qui nous a été prêtée pendant ce mois-ci pour aussi cultiver des biofilms et tester les bactéries. Oui, vous pouvez compléter, allez-y. Ok. Et concernant les chercheurs, donc on a eu, en fait, tout le long de notre projet, on doit effectuer ce qu'on appelle les human practice et on doit venir consulter des professionnels, donc des chercheurs, pour leur demander leur avis sur la pertinence et sur la faisabilité de notre projet. Et donc, tout le long du projet, on a eu le retour d'une dizaine de chercheurs, il me semble, et notamment un grand nombre qui faisait partie de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et donc, tout le long, on a pu avoir un retour et ça a même aiguillé certaines de nos pistes de recherche où ça a complètement modifié notre projet pour avoir ce qui est au final le plus abouti et le plus réalisable. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une de personnes un peu, comment dire, complètement peu habituées à ce genre de démarche. Je suis un peu surprise. C'est une belle histoire que vous racontez. J'ai pris telle bactérie, je lui ai fait ça, j'ai obtenu ça. Moi, je suis toujours époustouflée parce que comment vous faites pour choisir? Il doit y en avoir des quantités énormes. Et est-ce qu'il y a une méthodologie pour arriver à identifier ce qu'il faut faire à telle bactérie, comment on la manipule, comment on fait? Bon, voilà. Vous comprenez ma question. Je suis complètement ignare dans le domaine. Et donc, je suis toujours surprise par la belle histoire que les biologistes racontent. En ce qui concerne le choix de la bactérie, E. coli, c'est la bactérie qui est le plus utilisée. Donc, c'est celle où il y a le plus d'outils, il y a le plus de gènes ou de façons de la modifier possible ou de gènes à lui implanter et on sait que qu'il fonctionne correctement. Donc, c'est vraiment une plateforme ou un châssis qui est facile à utiliser. Ensuite, c'est beaucoup de recherche bibliographique et c'est aussi un appui sur la banque iGEM. Donc, chaque année, les équipes y remplissent différents, je sais pas comment appeler ça, Une base de données? Oui, voilà, une base de données, des contributions, et chacun détaille ce qu'il a utilisé, et ça vient à chaque fois incrémenter cette base de données. Et donc, on reçoit même une plaque avec l'ensemble de ces plasmides, donc les gènes que l'on choisit, et donc on a pu, grâce à ça, adapter certains pour répondre à nos problèmes, ou en utiliser certains tels quels. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui. À peu près. Mais c'est vrai, si, ça répond à ma question. Mais c'est vrai que c'est toujours une belle histoire qui est racontée. J'ai fait ça, j'ai greffé ça. Et c'est vrai que ça m'étonne toujours. D'autres questions? Oui, j'en ai une à distance. Avez-vous des prémices de résultats in vivo? Alors, concernant les résultats in vivo, on n'en est pas encore à ce stade-là et on n'ira probablement jamais jusqu'à ce stade. Pour l'instant, on est vraiment sur du in vitro pour de la preuve de concept, qui est vraiment en fait la base du concours iGEM. Ça se passe vraiment sur des preuves de concept et ça va très rarement jusqu'à du in vivo parce que c'est compliqué de pouvoir, par exemple pour notre projet, concevoir d'envoyer une bactérie vraiment au sein d'un organisme. Ça peut
avoir des conséquences qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, concernant notre projet, ça ne passera probablement jamais au stade du in vivo, ou en tout cas vraiment pas dans l'immédiat. Ceci dit, ça peut inspirer d'autres projets, pas forcément dans le cadre d'AIGEM, parce qu'on imagine que la constante de temps, enfin, et l'échelle de temps n'est pas compatible et les conditions ne sont pas compatibles, mais ça peut inspirer d'autres projets, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les recherches autour du biofilm, elles sont de plus en plus affluentes, étant donné que c'est une des raisons des résistances antibiotiques. Et étant donné que c'est un problème de santé publique important, c'est des recherches qui sont vraiment importantes maintenant. Très bien, merci. Et, oui, allez-y. Et il y avait même durant notre recherche bibliographique, on a même trouvé des cas d'application assez semblables à la nôtre dans le cadre du cancer. Et ils utilisaient une bactérie, ils ont fait des tests in vivo chez la souris et ils ont démontré une certaine efficacité de leur système. Et donc, ça ouvre la piste à d'autres applications avec des bactéries comme celles qu'on présente ici. Très bien, merci. Oui, allez-y. Une question dans la salle. Oui, vous avez commencé votre contexte par l'antibiorésistance. Justement, est-ce que la bactérie que vous visez ne va pas développer une résistance à la molécule pour le biofilm et aussi aux bactéricides? Alors oui, c'est une possibilité. Et c'est d'ailleurs une des problématiques qu'ont soulevé les chercheurs pendant notre recherche. Et du coup, on avait vu un peu notre projet comme une alternative ou contre un traitement supplémentaire aux antibiotiques ou qui peut revenir le compléter. Et ensuite, les molécules qu'on peut imaginer, il y en avait plusieurs qu'on avait identifiées comme potentiellement viables pour notre projet. Et donc, on pourrait, en cas d'apparition de résistance, tout simplement changer de molécule ou commencer à en trouver d'autres. Pas d'autres questions? Moi, j'en ai encore une. Plutôt côté instrumentation. Donc, vous avez fait des choix d'instrumentation. Il y a le software aussi, la partie software, mais au niveau hardware, vous avez choisi vous avez fait certains choix. Qu'est-ce qui a guidé votre choix, aussi bien au niveau hardware qu'au niveau software? Parce que vous avez choisi vraiment des supports relativement aisés d'accès, finalement. Et j'aimerais avoir votre point de vue et quelle expérience, enfin, quel est le retour d'expérience que vous avez de ces choix-là? Alors, pour commencer, déjà, on a été assez limité au niveau timing, puisqu'on a pu commencer que fin juin à construire ce qu'on voulait construire. Donc, on a commencé par utiliser ce qui était disponible dans notre école à Felma. Donc, avec on va dire des composants assez basiques et avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Il y avait aussi une autre problématique, c'était le coût de notre instrument. On voulait faire quelque chose d'accessible. Donc là, on est arrivé avec un produit qui est environ qui coûte à peu près moins de 1000 euros. Donc c'est comparé à d'autres incubateurs, c'est c'est vraiment très peu cher. Et après, c'était pour le choix, par exemple, des cartes Arduino ou Raspberry. C'était ce qui était le plus accessible en termes de temps. On a eu l'opportunité de travailler avec d'autres cartes électroniques, mais qui demandaient plus de temps d'adaptation et on n'avait pas forcément ce temps-là. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Non, c'est ça. C'est principalement des contraintes qu'on a eues et par rapport aux différents choix qu'on pouvait avoir facilement pour qu'on soit le plus efficace, qu'on puisse créer un prototype réalisable dans le temps, qu'on puisse prouver qu'on a réussi à faire quelque chose. Après, on a quand même fait pas mal de recherches, de bibliographie, de qu'est-ce qui pourrait être plus efficace, etc. Et on a développé différents systèmes pour mettre tout ça en place. Très bien. On a encore des questions? Oui. Quel a été votre budget pour ce projet?
Alors, du coup, comme Sébastien a évoqué, côté ingé, notre boîte a dû coûter à peu près 700, 800 euros, il me semble. Après, côté biologique, je sais Côté biologique, on est sur plus de 1000 euros, ça c'est sûr. Après, il y a une partie qui est prise en compte, qui est à la charge de certains de nos sponsors, donc par exemple l'UFR Pharmacie, qui nous prête les locaux. Donc, donner une estimation, il y a aussi nos stages pour certains, parce que c'est dans le cadre de nos études qu'on réalise ce projet pour certaines personnes. Mais en termes de biologie, donc simplement de réactifs, on doit être autour de 2000, peut-être 3000 euros, mais ouais, quelque chose comme ça. Donc, dans le cadre du concours, on vous demande pas de faire une analyse du coût de votre projet. Ben, on a fait un budget au début d'année. En fait, c'est vrai que la majorité des coûts, ben, à la base, c'était de participer au concours. Déjà, ça coûte très cher, en fait. C'est un peu ça la première dépense avec les stages. La participation au concours, c'est quelque chose comme 5000 euros plus de nouveau 2500 euros. Enfin, donc c'est vraiment très très cher. Donc c'était ça. Le voyage donc au final n'a pas eu lieu. Et du coup les stages, parce qu'on est quand même 11, on a travaillé dessus, on a été stagiaire pendant de 1 à 3 mois, on va dire, pour la majorité. Enfin, ça a été entre 1 et 3 mois. Donc la majorité des coûts, c'était pas la partie scientifique en fait. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, allez-y. Et j'en aurai une encore en ligne. On a parlé tout à l'heure des bases de données que vous utilisiez de la part des anciennes équipes. Est-ce que vous avez été amené à utiliser des parties de projets des anciennes équipes ou travailler avec des équipes françaises, étrangères, etc.? Du coup, j'ai pas exactement tout ce qu'on a fait en tête, mais je crois qu'on a utilisé à peu près la moitié de nos constructions. On a fait un peu plus de 30 constructions. Et je pense qu'il y en a une quinzaine qui sont issues de la banque iGEM. Et l'autre moitié, c'est soit lié à nos recherches ou soit des adaptations qu'on a fait produire par IDT notamment, mais qui étaient toujours liées à une partie iGEM et qu'on a modifié pour répondre à nos besoins. Et c'était ça. Et le reste de la question? Pardon. Sinon, par rapport à la communication avec d'autres équipes iGEM, par exemple, nous, il y avait 2 étudiants, enfin, il y avait notamment Charles, que tu connais, et Pierre, qui a fait iGEM l'an dernier, qui nous ont conseillé, qui nous ont un peu donné des pistes de réflexion, parce qu'il y avait certaines choses qu'ils avaient plus ou moins déjà faites, même si c'était pas forcément la même chose pour ce qui est côté ingénierie. Et on a eu aussi d'autres partenariats avec des équipes de cette année. Donc, avec l'ensemble des équipes françaises, on a fait une vidéo commune de présentation d'iGEM France. Et on a aussi eu un partenariat avec une équipe russe sur l'un des aspects de Human Practice, donc sur la communication autour de la mucoviscidose. Mais vu qu'avec le contexte sanitaire, pour cette année, les coopérations, c'était surtout lié à des événements ou alors des événements en ligne ou tout simplement des supports de communication pour vulgariser un peu mieux la biologie de synthèse ou la problématique auquel on s'attaquait. Très bien, merci. On a une question à distance. Comment êtes-vous certain que les antibiotiques délivrés par votre bactérie ne perturberont pas le microbiote? Avez-vous prévu un suivi du microbiote? Alors, concernant l'antibiotique délivré, la pyocine, donc qui va vraiment cibler Pseudomonas aeruginosa, c'est vraiment une molécule spécifique de cette bactérie, donc qui est produite par Pseudomonas elle-même. Et donc on peut jamais être sûr à 100%, mais on est plutôt confiant sur le fait que ça ne perturbera pas les bactéries du microbiote environnant. Et en plus de ça, on a fait une recherche bibliographique où on avait certaines données qui nous suggéraient qu'il y avait peu d'effets sur
d'autres bactéries autres que Pseudomonas aeruginosa, donc qui allaient limiter les effets potentiels sur le reste du microbiote. D'accord, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Pourrait-on imaginer combattre des bactéries de type staphylocoque doré? Alors oui, totalement, parce qu'en fait, ce qu'on avait imaginé pour ce projet, c'était que en fait, le schéma de notre circuit génétique, il est facilement échangeable avec d'autres composants. Et donc, on pourrait donc trouver une autre molécule à détecter pour induire la survie. Ou en fait, tout simplement, on pourrait modifier certaines parties de notre circuit génétique pour qu'elles répondent à un autre pathogène et donc remplir une fonction, enfin la même fonction, mais avec un autre pathogène. Tout simplement adapter notre système à un autre assez facilement. Avec, faudrait tout simplement trouver le gène qui pourrait permettre cela, mais on pourrait facilement, oui, adapter au Staphylococcus doré. Très bien, merci. Une autre question. Une fois le concours passé, s'il est prometteur, quel est le devenir du projet? Pour ce qui est du côté biologie, ils n'ont pas vraiment envie de... Enfin, oui, voilà, il y a une preuve de concept de ce qu'ils ont réalisé, mais après, il y aura peut-être pas forcément plus de suite, à part si l'équipe de l'année prochaine est vraiment intéressée par ce qu'ils ont fait. Et après, côté ingénierie, on est 3 sur 4 à se demander si l'incubateur qu'on a réalisé, on pourrait pas un peu pousser ce qu'on a commencé à faire et pour justement peut-être monter, je sais pas, une start-up ou trouver des financements pour pouvoir continuer ce projet parce qu'on était très intéressés. Ça nous a bien motivés et donc on se pose la question de pourquoi pas continuer. Si c'est possible au niveau financièrement, s'il y a un marché un peu sur ce qu'on propose, etc. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? D'autres questions à distance? Non? Voilà. Eh bien, écoutez, on va vous remercier à nouveau. Merci beaucoup. Je pense que les personnes à distance aussi vous remercient pour votre présentation. Et puis, je vous donne rendez-vous au 6 novembre pour écouter Nasser Aitmani concernant le packaging. Voilà. Et puis, à bientôt. Clap, clap, clap. Vous avez vu? Hein?